Merci beaucoup pour cette invitation. J'avoue que je suis surprise agréablement du fait que vous soyez si nombreux et nombreuses. Je vois qu'il y a des hommes, ça, à chaque fois que j'interviens dans la CGT, même si c'est sur des propos très féministes et engagés, il y a toujours un public homme, et je crois que c'est bien de savoir qu'on a des soutiens, d'autant plus que vous savez très bien, c'est pas le sujet, mais les inégalités de genre concernent aussi les hommes. Je parlais, alors c'est vraiment une incidence, mais de ce qui s'est passé récemment autour des questions de violence sexistes et sexuelles avec mon compagnon qui me disait à quel point lui n'est pas engagé, il se sentait lui-même concerné et que je l'incite à réagir et à ce qu'il y ait des mobilisations d'hommes aussi pour dire non, ce qui se passe de ce côté-là ne va pas non plus pour des hommes, alors certaines diraient déconstruites, moi je trouve ça affreux, mais qui eux aussi subissent inversement des injonctions à la virilité, on pourrait dire, et qui merci beaucoup, et qui ne souhaitent pas être assimilés à ce qui se joue dans ces violences, même si la domination est masculine. Ça ne veut pas dire que tous les hommes sont à ce titre-là. Donc, moi, ça me fait plaisir que la CGT y ait des hommes féministes. J'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux. Je rappellerai, comme Sophie Binet le fait régulièrement, qui est la pilote du collectif Femmes Mixité, qui appartient à la direction confédérale et qui a été réélue il y a quelques jours secrétaire générale de l'UGIC. Je rappellerai que depuis le dernier congrès, la CGT a déclaré être un syndicat féministe. Ça n'a pas été non sans difficulté pour que le terme y soit. Reste à faire vivre, les mots, ça ne suffit pas. Et donc, des journées comme celle-ci contribuent, à mon avis, à avancer sur ce terrain-là. Alors, le thème de la journée, c'est aussi une première, et je remercie beaucoup Marie-Laure d'avoir pris cette initiative, puisqu'elle l'a rappelé, il y a une campagne qui est lancée, elle n'est pas toujours encore très bien identifiée et connue, c'est difficile, et ça fait partie des contraintes quand on travaille sur les métiers du soin et du lien, c'est qu'on a affaire à une myriade de professions qui correspondent à X, alors je ne sais pas, du coup une vingtaine de conventions collectives en tout, et du coup qui traversent plusieurs fédérations de la CGT, plusieurs collectifs qui ne travaillent pas forcément tous les jours ensemble. Pour ne pas dire, on ne va pas commencer par se fâcher, que parfois il y a même des points de tension qui peuvent apparaître. Donc c'est un pari pas évident, mais ça va faire presque un an qu'on se réunit, qu'il y a un groupe de la campagne avec des représentants et des représentantes de toutes ces fédés et collectifs, et ma foi, on a réussi à travailler ensemble. Pour preuve, ce 4 pages que vous avez entre les mains, et puis je vais vous parler des premières initiatives, notamment le premier temps fort, c'est notre consultation. Alors, je ne sais pas si vous arriverez à lire, c'est pas grave, je laisserai je renvoie mon PowerPoint à Marie-Laure et je lui suggère de diffuser à tout le monde, donc comme ça vous pourrez en bénéficier. Donc le point de départ, Marie-Laure l'a dit, c'est que les métiers sont tous et encore extrêmement sexués. En gros, la moitié des femmes qui travaillent sont dans 6 grandes familles professionnelles. On les connaît bien, comme par hasard, c'est l'éducation, les services à la personne, le soin bien sûr, le nettoyage, le commerce et tout le secteur administratif. Là, vous avez plus de la moitié des femmes qui sont concentrées dans ces professions avec des chiffres hallucinants. Hallucinants. Quand on regarde les taux de féminisation de certaines professions, assistante maternelle, 99% de femmes. Pareil pour les sages-femmes. Infirmières, aides-soignants, aide à domicile, 97% de femmes. Donc vous voyez, c'est pas juste une non-mixité, c'est carrément des métiers, alors c'est Michel Perrault qui le disait, des métiers de femmes. Alors évidemment que
quand elle utilisait cette expression de métier de femme, elle mettait des guillemets et elle avait elle-même une approche critique. Et donc c'est pour ça que je vous suggère de ne pas dire évidemment métier de femme, même métier féminin. Ça leur colle à la peau, comme si, et c'est peut-être tout l'objectif de cette campagne, comme si travailler avec les enfants, les éduquer, les soigner, faire le nettoyage, vendre, s'occuper, être multitâche quand on est assistante administrative, que sais-je encore, s'occuper des personnes en perte d'autonomie, etc. Ça collait à la peau des femmes. Ça, c'est l'histoire qui nous dit que oui, ce sont des métiers de femmes, construits en partie sur des stéréotypes, mais aujourd'hui, il faut sortir de cette logique et dire métier, alors bon, en économie, on va dire à prédominance féminine ou masculine, on va dire pour raccourcir, pour que ça soit un peu plus slogan, métier féminisé, mais certainement pas des métiers de femmes, hein, au sens premier, avec ironie, parce qu'on veut sortir de ces logiques. L'objectif, pour le dire rapidement, c'est d'arriver à convaincre, à vous convaincre que ces métiers renvoient. Alors, malheureusement, le terme est passé dans le commun, hein, renvoie à des compétences, à des qualifications professionnelles et pas naturelles dévolues aux femmes, comme si s'occuper d'une personne dépendante, d'un enfant, ça ne supposait pas d'appliquer un certain nombre de procédures, d'avoir un diplôme, d'avoir une technicité, des responsabilités, etc., etc. Oui, ce sont des vrais métiers et il faut se battre pour qu'ils soient réellement reconnus. Alors, je crois qu'il y a un paradoxe que la crise a révélé et qu'a rappelé Marie-Laure, c'est que d'un côté, ces métiers essentiels ont été un peu portés au nu, on les a applaudis un temps, rappelez-vous, hein, notamment dans les métiers du soin, mais paradoxalement, ces métiers continuent à être dévalorisés, même symboliquement, même si on a pendant un temps regardé autrement même nos caissières, hein, quand on faisait les courses et qu'on disait mince, Marie Stéhéron, qui fait partie du collectif confédéral, rappelait, on avait un débat à Dijon, rappelait que, eh ben, on va, en avril 2020, une des premières travailleuses mortes du Covid du fait de son travail, c'était une caissière. Et donc, voilà, je crois que c'est important de se rappeler de ça. Donc, pour autant, on a vite fait d'oublier, même si on fait un effort, et on a à nouveau, symboliquement, socialement et financièrement des métiers qui restent extrêmement dévalorisés. Je rappellerai aussi que c'est l'une des causes principales des inégalités salariales globales. Donc moi j'ai fait un bouquin pour ceux et celles qui s'intéressent à la question qui s'appelle Un quart en moins pour montrer et expliquer tout ce qu'on ne nous dit pas sur les inégalités salariales. Et il est clair que parmi toutes les causes, c'est difficile de comprendre toutes les causes qui expliquent les inégalités salariales, il y en a une qui est pratiquement jamais prise en compte, c'est le fait que les métiers qu'occupent les femmes, non seulement ils sont en général, on va dire, peu qualifiés, avec plein de guillemets, on y reviendra, mais qui plus est, quand on va les comparer à des emplois à prédominance masculine, on s'aperçoit qu'ils sont systématiquement dévalorisés. Et c'est l'une des causes principales, donc, des inégalités salariales. Autrement dit, revaloriser ces métiers, c'est réduire les écarts de salaire femmes-hommes, c'est reconnaître enfin tout le travail que font des femmes, mais c'est aussi, on peut l'espérer, c'est encore un vœu, un moyen de les rendre plus mixtes et, qui sait, d'imaginer qu'un jour, des hommes les occupent aussi, et là on en aura fini avec ces métiers de bonne femme, comme on pourrait le dire. Alors, la campagne en tant que telle, en fait, elle est plus large. Il s'agissait d'investir dans le secteur du soin et du lien et de revaloriser les emplois concernés. Le point de départ, je l'ai déjà dit, c'est ce paradoxe, et du coup, il y a un double enjeu
lorsqu'on s'intéresse au secteur du soin et du lien, c'est d'une part de garantir un accompagnement des enfants, des personnes en perte d'autonomie ou handicapées au total, et ceci permettrait aux femmes d'accéder à des emplois à temps plein si on assurait mieux l'accompagnement de toutes ces personnes dépendantes, et on pourrait du coup, elles pourraient dégager du temps, parce que n'oublions pas la double peine des femmes, c'est que en tant que mère ou fille ou belle-fille, c'est elle qui s'occupe majoritairement de toutes ces personnes, on pourrait dire dépendantes, même si le mot est controversé, et donc si on assure un vrai service auprès des enfants, des personnes en perte d'autonomie, etc., eh bien, on dégagera un peu de temps pour les femmes, même si, bien entendu, une partie de ce temps consacré à nos aînés ou à nos enfants reste un temps aussi personnel. Il ne s'agit pas de tout déléguer, mais quand même, quand on améliore ces services, on permet aux femmes de se libérer en partie de ces missions. Et puis, bien entendu, ces secteurs étant majoritairement occupés par des femmes jusqu'à présent, lorsqu'on développe et qu'on favorise de vraies filières, de vrais métiers, on favorise évidemment la reconnaissance de ces métiers et leur qualification, donc on contribue aussi à l'égalité professionnelle. 3 axes dans cette campagne. Le premier renvoie à une étude de la CSI qui portait sur cette question. Qu'est-ce que ça fait d'investir dans le secteur du soin et du lien? Donc l'hypothèse était faite dans certains pays de prendre 2% du PIB pour le consacrer à des emplois dans ces secteurs et de voir les effets en termes de création d'emplois, et elles sont très nombreuses. Donc l'idée, ça a été de demander à une équipe de chercheurs de Lille avec qui nous collaborons, François-Xavier Devetter et Julie Valentin notamment, pour réfléchir à mener une étude plus quantitative. Et on lui a posé 3 questions, et je n'ai pas encore les réponses. Combien coûterait un vrai service de qualité? Est-ce qu'on peut le chiffrer en pourcentage de PIB? Combien d'emplois seraient nécessaires pour cela? Et puis, une dernière question qui n'est pas évidente, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que ça coûte en termes de coût du capital, le fait que, ne l'oublions pas, une partie des subventions publiques sont ponctionnées par des entreprises du privé, on pense à Corian notamment, pour qui il n'y a aucun scrupule à cela, et du coup, vous vous rappelez peut-être que la CGT avait d'ailleurs interpellé des chercheurs du CLERC déjà sur le coût du capital. Eh bien, qu'en est-il dans ce secteur-là? Est-ce qu'on peut avoir une idée de tout ce qui échappe justement au salaire et qui part sous forme de dividendes dans ces secteurs-là? Donc il va faire une petite simulation sur une autre entreprise que Corian. J'en sais pas plus pour le moment. On y reviendra puisque, vous le savez, c'était mon mot de la fin, mais autant le dire tout de suite, pendant que vous êtes encore frais. Le 3 février prochain, nous organisons une journée, comme d'habitude, confédérale du collectif Femmes Mixité, où la matinée sera consacrée à la campagne, et il y aura la présentation des résultats du premier volet de cette étude, donc le volet en question sur investir dans le secteur des soins et du bien. Et puis on fera déjà quelques présentations des résultats de l'axe dont je m'occupe. Donc le deuxième axe, c'est celui dont je vais vous parler, revaloriser les métiers féminisés du soin et du lien. Enfin, dans la campagne, il y a un 3e axe, parce que tout est lié. Et je vous invite à regarder, à lire le 4 pages, on reprend bien les 3 axes. Le 3e axe, c'est le fait que, bien entendu, la question des temps est centrale aussi. Réduire le temps de travail, créer des droits
à la parentalité bien plus conséquents que ceux que nous avons aujourd'hui, ça contribue à ce qu'il y ait aussi une implication des hommes, et notamment des pères, dans tout cela. Et ça permet aussi à ce que, bien entendu, encore une fois, il ne s'agit pas de tout externaliser, mais ça permet aussi que chacune, chacun ait plus de temps à consacrer aux autres, aux siens, mais aussi à soi, d'ailleurs. Entre parenthèses, c'était une belle idée qu'on oublie trop souvent. Je crois que c'est important aussi de la rappeler. Alors, j'en viens donc à la campagne. On a pris ce visuel. Il est temps de nous entendre. Le slogan, c'est « Mon travail me vaut bien ». Je vous invite absolument à diffuser ce lien, le 4 pages. Vous avez ce visuel, vous pouvez le diffuser par Facebook, sur tous les réseaux sociaux. L'idée, puisque le premier volet de cette campagne, c'est cette consultation. Ah ben, mon travail me vaut bien, a été coupé. C'est de diffuser évidemment cette campagne. Elle se fait malheureusement seulement en ligne. C'est déjà assez compliqué comme ça. Et ça suppose évidemment que les professionnels concernés puissent accéder à un ordi pour la remplir. J'avais suggéré, et vous pouvez avoir le questionnaire en version papier, il a été diffusé en PDF, allez soit avec une tablette, je crois qu'il faut devenir des militants connectés, aller vers ces salariés avec une tablette, pourquoi pas, pour leur suggérer de remplir le questionnaire ensemble. Faites des réunions pour cela. La campagne, la consultation est lancée depuis la fin octobre. On va la prolonger, c'est sûr, jusqu'à la fin de l'année. Moi, je crois là, il faut qu'on en discute, qu'on va se laisser peut-être un peu plus de temps. Ça serait dommage de ne pas bénéficier de cette campagne, au moins le mois de janvier, parce qu'avec les fêtes, voilà, on sait très bien que la dynamique va être un peu coupée. Donc, tant pis pour le 3 février, on n'aura pas tous les résultats de la consultation. Je préfère qu'on donne rendez-vous plus tard, mais qu'on ait plus de répondants. Alors, je ne sais pas si vous allez voir la liste des 14 professions qui sont appelées à répondre à ce questionnaire. Les AESH, c'est par ordre alphabétique, les accompagnants d'élèves en situation de handicap qui ont été en lutte tout récemment, les aides-soignantes, bien sûr, agents d'entretien et agents des services hospitaliers, les ATSEM, les accompagnants territoriaux en école maternelle, spécialisée en école maternelle, j'adore spécialisée là, aide à domicile et auxiliaire de vie, bien sûr, assistante familiale, donc les familles d'accueil, assistante maternelle, bien sûr, assistante des services sociaux, auxiliaire de puériculture, éducatrice de jeunes enfants, éducatrice et d'heures spécialisées, infirmière, prof des écoles et sage-femme. Vous voyez qu'on a une palette de professions énorme. On n'a pas toutes les professions du soin et du lien. Je pense qu'il y en a au bas mot 30 ou 40 en tout. Mais on a quand même le cœur de ces professions, des millions de femmes, quelques hommes, qui sont là reflétés. L'intérêt, c'est qu'on couvre à peu près tous les besoins de la petite enfance, avec donc les assistantes maternelles, le personnel de crèche, les profs d'école, les ATSEM, les AESH, jusqu'aux personnes âgées. On a pensé aux travailleurs, aux travailleuses sociales et sociaux, c'est rarement pris en compte. Et ça, c'est quand même aussi nouveau et bien. Elles ont été très longtemps invisibilisées elles aussi, et pourtant elles ont continué à travailler. Donc voilà, vous voyez, ce qui est très compliqué, c'est qu'on a affaire à des publics extrêmement diversifiés quant à leur statut, public, privé, bien entendu, quant à aussi le lien professionnel entre des personnes qui relèvent du particulier employeur, qui sont parfois directement employés par la personne dont ils s'occupent, jusqu'à l'État, la fonction publique, territoriale notamment, ou hospitalière évidemment. Donc vous voyez, on a une multitude de statuts, on a des salariés
qui appartiennent parfois à des grands collectifs de travail, l'hôpital, d'autres qui sont par définition isolés, assistantes maternelles, aide à domicile, et du coup des difficultés à les contacter. Je veux dire, c'est pas ma consultation hein, avec mes petites mains et notre petit groupe qui va régler les problèmes que se posent tous syndicalistes. Comment on syndique une assistante maternelle? Moi, je n'ai pas la réponse. Si on savait le faire, on n'aurait évidemment pas de difficulté pour les joindre. Pour le moment, donc vous avez la chance, j'ai commencé à regarder les premiers résultats de l'enquête, et donc vous dire ce qu'il en est du questionnaire, peut-être. Dedans, on parle beaucoup du travail, pas beaucoup des salaires. Comme à chaque fois, ce n'est pas ma première étude sur ces sujets, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le travail. Donc, on décrypte au plus près tout le boulot qui est fait. Le questionnaire est commun à toutes ces professions, et on fera après une exploitation par profession. Donc, on leur permet de décrire leur emploi, de parler de tout ce qui est réellement prescrit, mais aussi de ce qu'elles font réellement. Il y a beaucoup de questions sur vous arrive-t-il de faire des tâches qui ne sont pas prévues dans votre description d'emploi? Et là, j'ai commencé à regarder, c'est oui, massif. Hein. On parle beaucoup des contraintes du poste, que ce soit organisationnel, horaire atypique, tout ce que déjà a évoqué Marie-Laure et dont on parlera très certainement cet après-midi, Emmanuel, sur le temps de travail réel, effectif, sur l'amplitude des horaires. On a plein de questions sur ce volet. Évidemment, une question aussi énorme hein, sur les contraintes physiques, et j'ai été très surprise de voir à quel point, alors comme ça, hein, c'est juste les premiers résultats, tout ce qui est pénibilité, c'est massif, 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 et unanime, quelles que soient les professions. Tout ce qui est aussi, alors on appelle ça des contraintes émotionnelles, c'est pas nous, hein, c'est les enquêtes conditions de travail, c'est-à-dire, en gros, pour le dire vite, faire face à la souffrance, accompagner des fins de vie, etc., ou à la violence, ça revient. Et puis, on a un volet, bien sûr, sur les rémunérations. Estimez-vous que votre salaire est à sa juste valeur? Et la réponse est massivement non. Et puis, vos revendications. Voilà, donc on a toutes ces questions qui sont là. La semaine dernière, on avait 3500 réponses complètes, mais presque 9000 personnes qui se sont connectées, ce qui est énorme, mais beaucoup d'entre elles n'ont pas été jusqu'au bout du questionnaire. Ça, c'est systématique dans ce type d'enquête. Mais bon, l'objectif, ça serait, alors j'ose pas le dire, hein, on voulait 500 par profession, donc autour de 7000 réponses. On est au milieu du gué. À vous, hein, moi, bon, je lance mes réseaux, mais c'est pas terrible, hein, à vous de diffuser cette consultation. Et donc, je vous ai dit les premiers résultats que j'ai constatés, une vraie fierté du travail, une vraie conscience d'avoir d'énormes responsabilités, de faire des tâches non prescrites et d'être très autonome, trop peut-être. Et puis, toutes les questions, estimez-vous par exemple avoir une dégradation de votre santé en lien avec votre travail? Oui, oui, oui. Dernière remarque, je ne sais même pas si je l'ai mis là, c'est que j'ai été frappée par le fait qu'en moyenne, alors c'est que sur donc, ces premières réponses, hein, l'âge des personnes qui répondent est plutôt plus de 45-50 ans, donc ce n'est pas des jeunettes, et pour cause, beaucoup d'entre elles, hein, on le sait, prennent ces métiers après une autre vie hein, professionnelle, et elles ont en général plus de 10 ans d'ancienneté, hein, globalement. Et la question, imaginez-vous faire ce métier jusqu'à la retraite, j'ai vu un non massif, alors il faudra voir de plus près, comme quoi, alors là, hein, non seulement on voit bien à quel point ces métiers sont difficiles, même si elles en sont fières, et à quel point la question des retraites, qui va nous revenir très vite, incessamment sous peu, dans l'actualité, se pose. Si toutes ces femmes n'imaginent pas aller jusqu'au bout, imaginez ce que ça veut dire quand on allonge l'âge de départ à la retraite, c'est juste impossible. Hein. Bon, des choses qu'on sait mais qu'on va pouvoir
voilà, chiffré, démontré. Je crois qu'on a ici, vraiment, on va avoir des matériaux très utiles. Alors pour la recherche, parce que, excusez-moi, c'est ce qui m'intéresse moi, mais bon, la recherche, elle n'a que comme finalité que de faire avancer les choses, et aussi pour les combats et les luttes syndicales et syndicaux. Alors la suite de l'étude, parce que ça ne va pas s'arrêter là, ça va être de choisir 3 professions parmi les 14, je ne sais pas encore lesquelles, peut-être celles qui auront davantage répondu, celles sur lesquelles il y a moins d'enquêtes, par exemple, sur les aides à domicile, il y a plein de travaux, hein, notamment d'Emmanuel Buisson et de il y a pratiquement un réseau de recherche, donc ça serait peut-être dommage de s'appuyer sur elle, et en même temps, bon, bah, ça fait partie des vrais sujets d'aujourd'hui. Hein. Donc, je ne sais pas encore, 3 professions en tout cas, pour lesquelles on va appliquer ce dont je vais vous parler, mais j'ai commencé à quelle heure et j'ai jusqu'à quelle heure, il faut que je gère le temps. Normalement, à 10h, ça... Oh la vache. D'accord. Oui, mais on a commencé en retard. Oui, tu peux 10h10. C'est pas moi qui vais éponger le retard. Sinon, on n'aurait pas de pause. Là, le public est pour moi déjà. Allez, Bon. 10h10. 10h10. Après c'est les témoignages et le débat, c'est pour ça. Mais bien sûr, non, c'est... Donc, je vais accélérer sur certains points. Donc, et l'idée de prendre 3 professions, c'est de faire des enquêtes plus qualitatives, avec des entretiens, des groupes collectifs de parole, et puis d'essayer de repérer, et je vais vous en parler un peu plus, 3 comparateurs masculins. Alors le terme c'est affreux. On va prendre 3 professions à prédominance masculine, et il va falloir des volontaires pour ces professions, pour lesquelles on aura pour chacune des professions féminines l'équivalent en termes de qualification, et puis on va comparer leur métier, l'idée étant de démontrer dans cette comparaison que les métiers à prédominance féminine sont dévalorisés, et là, eh bien après, ça sera à l'action d'agir, soit une grande campagne de mobilisation autour de ces 3 professions, à minima, mais moi, mon rêve, ça serait d'aller vers peut-être une action de groupe. Des assistantes maternelles se comparent et exigent le dû. Voilà, la journée confédérale, j'en ai déjà dit un mot, et puis tout se trouve sur notre site. Hein. J'espère que tout le monde le consulte quotidiennement. Égalité professionnelle CGT. Non, mais il est génial ce site, hein. Excusez-moi, j'ai fait partie de... J'y vais au moins 2 fois par an. Voilà, allez, il faut y aller plus. Alors il faut qu'on accélère parce que, voilà. Pourquoi revaloriser ces métiers? On me pose cette question du genre, c'est une chercheuse féministe, laissez tomber. Non, moi je rappelle, et ça, les syndicalistes aiment bien le dire, il faut revaloriser ces métiers parce que c'est la loi. Alors là, en général, on me regarde, on me dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Depuis quand la loi indiquerait qu'il faudrait comparer les emplois et qu'il faudrait revaloriser parce que, c'est quoi cette histoire? Eh bien oui, sachez que depuis 1972, la loi française prévoit non seulement un travail égal pour un salaire égal, mais aussi un salaire égal pour un travail de valeur égale. Ben, ce mot valeur, il a un sens très fort, et donc, je vous l'ai dit, hein, là je le reprends dans le détail, la dévalorisation des emplois joue sur les inégalités salariales, mais c'est extrêmement difficile de le prendre en compte. Donc la loi le dit, c'est un deuxième principe édicté en 1983, qui est pour nous essentiel, c'est Roudy, qui a prévu dans sa loi de définir ce que c'était que la valeur égale, sont considérés comme ayant une valeur égale des travaux qui exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles, titres ou diplômes, de pratiques professionnelles, de capacités découlant de l'expérience, de responsabilité et de charges physiques ou nerveuses. Alors, c'est très, théorique là, mais vous allez voir comme c'est concret. La loi prévoit qu'on peut comparer son emploi à un autre quand l'un est à prédominance féminine, donc on va dire à plus de 70% en gros, occupés par des femmes ou des hommes. Et si on trouve des emplois qui ont le même niveau de connaissances, diplôme, de capacité, de responsabilité, de charges physiques et nerveuses, eh bien, ils doivent être payés de la même façon.
La loi est là et elle ne s'applique quasiment jamais. Alors, pourquoi elle ne s'applique pas? Elle ne s'applique pas parce que les emplois, alors là, bon, c'est très technique et je vais aller vite parce que, bon, on est là pour avancer et pas forcément on est là aussi pour apprendre et bon, réfléchir. Eh bien, ça fait longtemps qu'on le sait, en France, à la différence du Québec. Au Québec, cette loi, elle existe et elle est appliquée. C'est la loi de l'équité salariale. Alors, on n'aime pas le mot équité en France, et pourtant, ça veut bien dire ça. Équité salariale, ça veut dire que les emplois doivent être équitables d'un point de vue de leur comparaison. Et donc, au Québec, dans chaque entreprise, une femme dans un métier à prédominance féminine a le droit de se comparer à un emploi à prédominance masculine et dire, regardez, je fais ci, je fais ça, j'ai tel diplôme, etc. Lui a autant de diplômes, etc. Pourquoi est-ce qu'il a tel prix? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas rémunéré comme moi? Chez nous, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, parce que, en fait, les emplois sont hiérarchisés dans un système de classification professionnelle qui relève non pas toujours de l'entreprise, sauf dans les grands groupes, mais de branches professionnelles. Et donc, il faut passer par la case branche professionnelle pour ensuite voir les effets en termes d'emploi. Et là, ça complique totalement les choses parce que, eh bien, quand on négocie les classifications professionnelles dans les branches, la question de l'égalité se pose quasiment jamais. Et donc, c'est très difficile, y compris pour les syndicalistes, de prendre en compte ces questions-là, parce que bien souvent, les négociateurs salariés qui négocient donc dans les classifications ne sont absolument pas impliqués sur cette question de l'égalité que peut comporter ou pas une classification. Alors, voilà, c'est très compliqué. Pour le dire vite, la plupart des conventions collectives et des classifications professionnelles se sont fondées finalement sur l'emploi industriel et on n'a fait que copier-coller souvent dans les services des dispositifs qui existaient dans l'industrie. Et du coup, alors que même si la CGT a rarement signé des conventions collectives, des classifications, il y avait quand même un compromis social. Et donc, il y a eu des salariés représentants qui ont élaboré avec les employeurs ces classifications. En ce qui concerne les services, il y a un angle mort de tout ce qui relève justement de la dimension, du fait que ces emplois sont à prédominance féminine. Ça n'a pas jamais été réellement pris en compte. Et en fait, ça renvoie, c'est pour ça que c'est quand même compliqué, à l'idée de discrimination indirecte. Parce que quand on interroge les employeurs ou même les négociateurs salariés, ils nous disent « Mais non, il n'y a aucune ligne dans notre convention collective qui dit les femmes sont exclues, qui dit qui aurait un effet de discrimination directe. » La question, elle n'est pas là. C'est celle de la discrimination indirecte. C'est-à-dire, je vous ai remis l'article, le fait qu'un dispositif apparemment neutre, comme une classification professionnelle, va avoir un effet différent sur les femmes ou sur les hommes. En l'occurrence, les classifications, on va donner des exemples dans 2 minutes, les classifications qui concernent toutes les branches, lorsqu'elles existent, des emplois dont on parle, des emplois à prédominance féminine, ignorent cette dimension, ça a été un copier-coller, et du coup, on ne prend pas en compte cette dimension, et il y a des biais sexuels, comme on dit, qui apparaissent dans ces classifications. Alors, comme il faut aller vite, on va justement revenir sur les critères qui définissent ces classifications. Et on a fait tout un travail avec Séverine Lemierre, ça fait très longtemps déjà, plus de 20 ans qu'on travaille là-dessus. On a eu un groupe de travail avec le défenseur des droits pour travailler sur les branches professionnelles pour démontrer
comment la loi n'est pas appliquée et comment, dans la plupart des classifications, les 4 critères importants ne sont pas pris en compte. Et ces 4 critères, on ne les a pas inventés. On s'est appuyé sur la loi Roudy dont je vous ai parlé à l'instant. Il y a un volet qualification, il y a un volet complexité, technicité de l'emploi, un volet responsabilité, et puis tout ce qui est exigence organisationnelle, ça renvoie à la charge physique et nerveuse. Hein. C'était le terme de 83. Donc l'idée est de montrer que dans les classifications, ces critères d'évaluer de façon objective les emplois à prédominance féminine et qu'il faut se battre pour exiger ces reconnaissances. Premier critère, c'est peut-être le plus important, c'est le diplôme. Donc là, je vais juste donner un exemple, puis vous regarderez le reste qui vous est donné là pour chacun de ces critères. Quand on regarde, alors, j'ai oublié de dire qu'il y a l'effet classification des emplois dans le privé, il y a l'effet répertoire des métiers de la fonction publique. Là aussi, on rentre dans un univers plus qu'opaque. Mais prenons des exemples, on va prendre 2 exemples là sur la question du diplôme. Celui d'assistant de direction, parce qu'il y en a partout, les assistants de direction. Eh bien, il y avait une expérience chez Schneider Electric, donc dans le privé, où ces assistantes qui étaient recrutées BTS trilingues avaient constaté que dans la classification maison, elles étaient toutes positionnées à un niveau inférieur des techniciens de l'entreprise qui, eux, étaient recrutés BTS électrotechnique. Et donc, grâce à une mobilisation, elles ont dit pourquoi les assistants de direction de niveau BTS ne seraient pas positionnés comme les techniciens. Là, l'employeur n'était pas d'accord, ça a été très compliqué, parce qu'il disait les techniciens, c'est le cœur de métier. Leur diplôme vaut plus que celui des assistants de direction. Ce qui est un vrai scandale, d'autant plus que Schneider Electric fait partie de la classification de la métallurgie, des classifications de la métallurgie, qui prévoit normalement qu'un niveau diplôme correspond au même niveau de classification. Donc là, vous voyez que les classifs maison se laissent des marges de manœuvre. Dans la fonction publique, c'est simple. Tous les diplômes d'État des emplois à prédominance féminine sont dévalorisés, sont sous-évalués. Exemple typique, prenons pour changer les sages-femmes, elles se battent pour la reconnaissance de leur métier, qu'elles commencent déjà à demander la reconnaissance de tous leurs diplômes. Elles sont Bac plus 5 minimum. On sait très bien qu'il y a au moins une année de prépa, donc c'est du 6 pour la très très grande majorité d'entre elles, sans parler des spécialisations, etc. Elles sont reconnues et que depuis peu, niveau Master 1, Bac plus 4. Pourquoi? Non mais pourquoi? Si ce n'est pas parce que c'est un emploi à prédominance féminine et que l'État, en tant qu'employeur, fait comme bon lui semble pour ne pas reconnaître ces diplômes. Voilà. Infirmière, c'est pareil. Long combat pour la reconnaissance du Bac plus 3 minimum. Et c'est seulement en 2010, donc hier, que l'on a reconnu le Bac plus 3 et le passage en catégorie A avec un chantage, puisqu'elles ne peuvent plus partir en retraite anticipée. Et donc elles ont perdu la reconnaissance de leur pénibilité, ce qui n'a rien à voir avec un diplôme, que je sache. On a mélangé tout et on s'est bien fait avoir dans l'affaire. Voilà, enfin elle surtout. Donc voilà, première étape, reconnaître toutes les qualifications. Deuxième étape, là aussi, je suis obligée d'aller un peu vite, reconnaître toute la technicité de ces emplois. Je résumerai ça en disant que dans la plupart des classifications, la technicité renvoie encore à finalement la production industrielle. Il y aurait de technique que ce qui est visible, ce qui transforme en matière. Et l'apport de cette approche, c'est de dire non, il y a une technicité relationnelle, pour le dire vite. Lorsque les aides à domicile travaillent, lorsque une infirmière travaille,
elle met comment dire, elle utilise des savoir-faire techniques, même s'il s'agit, par exemple, d'un entretien auprès de patients dans un service psychiatrique. Il y a une technique qu'elle va peut-être même ignorer elle-même, qui fait qu'elle va se préserver. Et que c'est pas juste de l'empathie, c'est pas du compassionnel que de faire ces métiers. Un exemple aussi, que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle les savoir-faire discrets. J'emprunte cette expression à Pascal Molinier. Des infirmières dans un bloc opératoire qu'elle rencontre et qui lui disent « Oh ben nous, on fait pas grand-chose, comme d'habitude. Hein. » Enfin, heureusement qu'elles sont parfois en lutte pour dire « Si, on fait beaucoup. Hein. » Mais individuellement, on ne fait pas grand-chose. On passe les instruments au chirurgien, puis elle rajoute « Avant qu'il les demande. » Avant qu'il les demande. Tout est dit, anticiper le geste pour permettre au chirurgien de se consacrer vraiment à l'opération. Et qui est responsable de l'environnement, du déroulement, et qui sait exactement où on en est, ce qui va se passer, etc., sauf bien sûr incident grave, eh bien c'est elle. Et ça, tout ce savoir-faire, il est totalement discret, il ne se voit pas. Voilà, il n'y a que quand ça ne fonctionne pas que l'on va dire « Ah mais t'as pas fait le ménage », c'est quand on voit une poussière. Quand il est fait, ça ne se voit pas, c'est invisibilisé. Voilà, donc une petite idée. Troisième critère, les responsabilités, là aussi. Je vous ai dit déjà dans l'enquête à quel point ces professionnels le soulignaient. Dans la plupart des classifications, être responsable d'une équipe, encadrer une équipe, ça se voit, être responsable d'un budget, du chiffre d'affaires de la boîte, là, oui, plus. Être responsable de patients, d'usagers, être responsable de la supervision d'étudiants, je pense aux infirmières là encore, de débutants, transmettre des savoirs, etc. Que dalle, ça ne se voit pas, ça n'est jamais intégré à ces grilles de classification, et pourtant, c'est une partie énorme de la plupart de ces métiers, et ça ne se compte pas, ça ne se voit pas. Voilà le dernier critère. Là, on aurait beaucoup à dire, et je pense qu'Emmanuel y reviendra sur les aides à domicile, notamment sur la pénibilité. Je vous ai dit que c'était important. On ne reconnaît pas le port de corps quand on pense aux aides-soignantes, aux aides à domicile, et pourtant les maladies professionnelles et les accidents du travail sont devenus considérables. C'est même le secteur le plus concerné. Ça n'est pas reconnu, ça n'est pas, non seulement c'est ignoré, mais ça n'est pas intégré comme élément de la classification. Là où, dans des classifications, prenons un exemple, tu parlais des caissières, dans la convention collective du commerce, la manutention pour tout ce qui est manutentionnaire est plus considéré dans les charges physiques, alors que pour la caissière, il n'y a rien. Alors, heureusement, grâce au tapis, etc., c'est de la manipulation plutôt que de port, mais n'empêche qu'il reste une part de gestes, de gestes répétitifs. Il y a un exemple vraiment passionnant dans l'industrie sur le fait, d'ailleurs elles ont eu gain de cause, d'ouvrières qui sont au tri de champignons, qui ont fait reconnaître qu'il y avait une contrainte physique quand elles se comparent justement avec des ouvriers qui déchargeaient les caisses et pour qui la charge physique était reconnue. Donc vous voyez, il y a beaucoup à faire dans ces grilles de classification, d'autant plus que, autre caractéristique de la plupart de ces professions, elles sont pratiquement toutes concernées par de la précarité en termes d'horaire, de temps partiel, j'y reviens pas, d'heures de présence non comptées. Donc là, voilà, Emmanuel vous en dira plus. Et enfin, dans la plupart de ces professions, il n'y a pas de déroulement de carrière, ou très peu. Encore un exemple, dans l'hôpital, quand on compare, puisque je l'ai fait, des techniciens chargés des locaux, en gros. La filière technique, ce sont des ouvriers qui encadrent, qui progressent
et qui deviennent techniciens ou bien qui ont été recrutés Bac+2. Et quand on regarde leur grille, un technicien peut évoluer. Il peut même rentrer dans la catégorie ingénieur par liste d'aptitudes avec des concours, etc. Mais sur place. Il y a en fait de l'ouvrier à l'ingénieur. Bon, on ne va pas non plus, encenser la grille technique. Il y a de moins en moins de passerelles. Mais ça existe. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'ils se sont battus grâce aux syndicats qui, en général, représentaient peut-être davantage la filière technique. Eh bien, il y a eu cette possibilité de déroulement de carrière. Chez les infirmières, eh bien, il n'y a pas de déroulement de carrière. Il n'y a que 2 grades d'ailleurs. Et au bout du compte, si elles veulent devenir cadres, infirmiers, eh bien, il va falloir qu'elles partent 1 an en formation. Et elles ne sont pas du tout sûres d'être recrutées sur place, etc., etc. Donc vous voyez, c'est quand même curieux qu'on n'ait pas pensé que pour le cœur de métier de l'hôpital, la filière soins, eh bien, il n'y ait pas de possibilité de déroulement de carrière identique. Et quelles que soient les professions, dans le commerce, c'est le cas aussi, hôtesse de caisse, très peu d'échelons par rapport à d'autres professions. Donc voilà, ce que je voulais vous dire d'important là-dessus. Les exemples, je vais en prendre qu'un, je vais prendre celui-là, même s'il n'a pas abouti. Ce qui m'intéresse, c'est que c'était une action de groupe. À Lyon, les camarades de la ville, donc on est dans du côté des territoriaux, ont osé comparer la grille de rémunération des éducatrices de jeunes enfants, comme on les a prises dans le lot, ça me paraît intéressant, avec les techniciens de la ville. La grille de rémunération était identique. J'essaie de regarder, c'est un copier-coller. Déjà, c'est suspect. Une éducatrice de jeunes enfants, c'est Bac+3. Un technicien de la ville, c'est équivalent Bac+2. Il n'y a pas de diplôme d'État. N'empêche, les grilles étaient authentiques. Et ce qu'a constaté les délégués CGT, c'est qu'il y a une différence dans le régime indemnitaire, dans le système de primes ô combien complexe dans les collectivités territoriales, qui était en faveur des techniciens de l'ordre de 375 € net par mois. Énorme. Alors, la procédure a échoué. Il faut que, j'ai pas eu le temps de regarder pourquoi. C'était une première. Il y a très peu d'actions de groupe encore aujourd'hui. Vous le savez, en domaine de discrimination, on en est à 3 ou 4. Donc, on doit se faire la main. En plus, dans la fonction publique, je crois que c'est la seule. Et elle a échoué en lien avec la procédure. Mais il n'empêche que, pour le contenu du dossier, ça reste vrai. Entre-temps, est-ce qu'elles ont été entendues partiellement? Les éducatrices de jeunes enfants sont passées, comme les infirmières, en catégorie A. Sauf que, j'ai pas le temps de développer, je vous invite, si ça vous intéresse, vous prenez contact avec moi et je vous donne des articles, des éléments complémentaires. Elles sont passées en catégorie A, mais c'est un petit A. C'est-à-dire que, comme les infirmières, jusqu'à aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe pour d'autres catégories A, on s'aperçoit qu'elles sont toujours en dessous. Donc, elles ne sont plus en catégorie B, comme les techniciens, mais je ne suis pas sûre que, pour autant, le régime indemnitaire ait changé, puisque c'est le fait du maire, et on sait très bien que ça se négocie, catégorie par catégorie, qui fait que, dans cette ville, alors je ne sais pas si le changement, je n'ai pas été voir de maire et de tendance a permis d'aller plus loin. C'est possible, c'est possible. Mais bon, c'est très compliqué de changer des régimes indemnitaires, et puis ça se chiffre, oui, parce que ça a un coût, Bon, je suis obligée de passer parce que le temps file. Je ne vous parlerai pas de tout ce qu'on fait par ailleurs. Non, oui, je file. Voilà, j'arrête là. Je vous invite à
vraiment diffuser la consultation. Et puis je vous invite à nous retrouver à l'issue et je vous viendrai peut-être vous présenter les résultats de l'étude. Merci. Debout, debout, debout.